Business Challenge, le magazine nigérien de l'économie et de l'entreprise. Orange est sponsor officiel de Business Challenge. Orange Niger, des solutions business au service de vos ambitions. Chers téléspectateurs, je suis très ravi de vous retrouver pour cette édition Business Challenge. C'est notre 101e numéro de Business Challenge. Et c'est avec un grand plaisir que je vous présente ce numéro qui est plein de grands sujets. Et nous ouvrons cette édition avec la rubrique événements, presque entièrement consacrée à des initiatives féminines. Première initiative que nous allons vous présenter, il s'agit de notre Miss Geek. Miss Geek, c'est une jeune dame qui aujourd'hui démontre toute la dimension du génie nigérien, notamment dans les technologies. Cette jeune dame s'appelle Latifa Yari. Elle était lauréate de la première édition de la compétition Itakara et elle vient d'honorer, il y a quelques jours, notre pays au Rwanda, à Kigali, pour la compétition Miss Geek et elle est la première. Bravo Latifa, c'est des jeunes dames, une jeunesse comme toi dont le Niger a besoin. Vous allez découvrir un reportage Business Challenge sur le parcours de Latifa et nous continuerons sur une autre initiative féminine. Il s'agit d'une grande séance de réflexion qui a été organisée en marge du 13 mai par l'université EDU, la fondation Gourivi Meyer, avec la collaboration de l'université Harvard des États-Unis. Nous vous donnerons un extrait des échanges dans cette édition Business Challenge. Nous vous parlerons aussi du lancement de nouvelles initiatives dans le domaine de la mode. De plus en plus, au Niger, les jeunes femmes et même des jeunes hommes s'intéressent à l'univers de la mode. Ce sont les disciples de Al-Fadi. Al-Fadi a mis la barre très haut, mais il y a aujourd'hui beaucoup d'inspirants, beaucoup de disciples qui marchent dans ses pas. Et parmi ces disciples de Al-Fadi, nous avons Aminata. Aminata qui a lancé, il y a quelques jours, le 12 mai précisément, sa marque de ligne de vêtements appelée MAB. Vous allez voir comment est-ce qu'elle travaille à concilier modernité et tradition à travers ses créations. Et nous allons continuer dans cette édition avec un plateau très inspirant dans lequel nous recevons un leader charismatique, un grand manager. Il s'agit du représentant résident de la Banque mondiale, M. Siaka Bakayoko. Il est en fin de mission dans notre pays et nous avons tenu à l'inviter d'un Business Challenge à passer en revue avec lui ces 3 années qu'il a passé au Niger dans le cadre de la mise en œuvre du portefeuille de la Banque mondiale, mais aussi Siaka s'est distingué beaucoup sur des questions importantes dans notre pays, comme le doing business, l'amélioration du climat des affaires, comme les questions liées au PDS, le plan de développement économique et social, notamment le PDS 2017-2021. Et nous allons parler de tout cela. Nous continuerons cette édition avec nos rubriques habituelles, reportages. Et nous allons vous parler d'une rencontre d'échange qui s'est déroulée à la Chambre de commerce entre les opérateurs économiques tunisiens et nigériens. Cette rencontre a traité des questions liées à l'utilisation du corridor terrestre entre le Niger et la Tunisie. Toujours parlant de la Chambre de commerce, nous partagerons avec vous comment la Chambre de commerce développe sa communication pour mieux vulgariser ses prestations de services, mais aussi pour faire en sorte que le rayonnement de la Chambre soit le plus visible au niveau national, mais même au niveau international. Et tout cela, naturellement, pour mieux servir les acteurs du secteur privé, comme vous allez le voir dans le reportage. Et puis, nous clôturons cette édition avec une autre rubrique habituelle, il s'agit de la rubrique Comprendre l'assurance que nous produisons en partenariat avec Saham Assurance. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à une thématique importante dans les métiers du service. Il s'agit de l'accueil. Comment Saham accueille sa clientèle? Vous allez voir ça dans cette édition. J'espère que ce menu vous plaît déjà. Calez-vous confortablement dans votre fauteuil et allons-y pendant 60 minutes à la découverte de pans entiers de l'économie et de la vie des entreprises au Niger. À tout de suite.
C'est avec son application Sahro App que Latifa Hassan Yari a été couronnée Miss Geek édition 2018. C'était le mercredi 9 mai 2018 à Kigali au Rwanda, à marge du sommet Transform Africa tenu du 7 au 10 mai 2018. La jeune Nigérienne Latifa Hassan Yari, étudiante de son état, a fini sur la première marche du podium devant ses consoeurs du Rwanda, pays hôte, et du Sénégal, des nations bien avancées en informatique sur le continent. Latifa Hassan Yari a remporté une enveloppe de 3 millions de francs rwandais, environ 2 millions de francs CFA, un ordinateur portable, un smartphone et gagne un voyage sur la Belgique où elle représentera le continent africain. Son application Sahro App permet d'avoir des informations sûres, fiables et agir à temps réel pour sauver des vies en cas d'accident. L'application émet une alerte géolocalisable au niveau des services de secours sur une carte interactive. Cette alerte apparaît sur l'écran du service de supervision. Pour cela, il suffit qu'un témoin de l'accident envoie une photo ou une vidéo au service de secours, a fait savoir à Latifa Hassan Yari au cours de la présentation de son application. Ainsi, grâce aux coordonnées géographiques, les services d'intervention pourront avoir la localisation exacte du lieu de l'accident et par ce fait, accélérer le rythme de prise en charge des victimes. Avec son application Sahro App, Latifa Hassan Yari a été révélée aux Nigériens pendant la compétition Itakara organisée par l'Agence nationale de la société à l'information ANSI en collaboration avec le Centre incubateur des petites et moyennes entreprises au Niger, CIPMEN, et la Maison de l'entreprise. Au cours de cette compétition, Latifa Hassan Yari a gagné le premier prix, le prix de l'innovation de l'entrepreneuriat féminin sur plus de 200 candidats venus de tout le Niger et de sa diaspora. Le 14 mai 2018 s'est tenue la célébration de la journée de la femme nigérienne dans la grande salle du Palais des Congrès. Organisée par la Fondation Gourivi Meyer, présidée par la première dame Isifou Aissata en collaboration avec IDU et Harvard Kennedy School. Plusieurs personnalités du secteur public et privé ont répondu présents à l'événement. La célébration a été placée sous le thème « Excellence et leadership en Afrique ». À l'ouverture, plusieurs allocutions ont été prononcées, dont celle du gouverneur de la région de Niamey et de la ministre de la Promotion de la Femme. Puis c'était au tour de la première dame, présidente de Gourivi Meyer et marraine de l'événement, de prononcer son allocution. La première dame, Aissata Isifou Mahamadou, a ainsi souligné la nécessité de la promotion de l'excellence et de la scolarisation de la jeune fille nigérienne comme levier de développement du leadership féminin. La parole a été donnée aux jeunes femmes leaders à travers la présidente des étudiants d'African Development University ADU. La journée internationale de la femme arrivait et le jour-là, on a vu du changement. On a vu des hommes différents. Des hommes prêts au changement. C'est une expérience qui parle du Equal Access Opportunity. Le clou de l'événement a été la conférence animée par des femmes leaders de divers profils. Cette question de piston qui est très ancrée dans nos valeurs, parce que jusqu'à présent, les gens me demandent « mais comment je fais pour faire telle chose ?» Je dis « envoie ton CV, appelle, débrouille-toi seul, parce que ce n'est pas toujours quelqu'un qui sera là pour te pousser. » Il faut oser être soi-même, oser avoir confiance en son talent, oser demander ce que l'on veut et ce que l'on mérite, parce que nous les femmes, nous n'osons pas souvent, avoir une vision claire et une vision avec des objectifs bien définis, et ensuite avoir de la persistance, de la persévérance et croire en son pouvoir. Et son pouvoir, c'est son talent. Tant qu'on veut démarrer dans le silence, dans l'informel, ça ne peut jamais aller très loin. Donc, pour moi, la source d'inspiration ici, c'est d'abord qu'est-ce que notre pays a besoin. C'est ça qu'il faut chercher à connaître. Je n'ai aucune formation de management quand j'avais créé. Je l'avais créé en 2003 et c'était vraiment dans un contexte très difficile. C'était dans un contexte où il faut avoir une garantie, il faut avoir des gros moyens. Je ne suis pas parti avec des gros moyens. Je suis parti avec des occasions, de bonnes occasions. Je me suis toujours dit, il faut que je persévère. Et c'est dans cette persévérance que tous les jours, je donne une valeur ajoutée à ce que je fais. Juriste de formation et handicapée physique, Amina Ibrahim travaille à surmonter les contraintes du handicap pour réaliser ses ambitions. Le samedi 12 mai 2018, elle lance officiellement sa marque de vêtements dénommée MAP.
C'était au cours d'une grande nuit de la mode tradie moderne qu'elle a organisée en collaboration avec plusieurs autres jeunes stylistes. Ainsi, dans une ambiance festive, la jeune Amina a fait ses premières pas dans le domaine de la mode nigérienne. Mon rêve pour moi, c'est qu'elle soit une marque connue mondialement qui a pour souche ici au Niger. Malgré sa situation physique, Amina se bat pour réaliser le rêve qu'elle portait depuis sa tendre enfance. Au cours de la grande nuit de la mode tradie moderne, ces 3 premières collections de 24 modèles ont été présentées au public par des mannequins très élégants. Toutes ces collections incarnent à la fois la culture traditionnelle et la modernité. Sa famille, ses amis et ambassadeurs du Made in Niger étaient présents pour soutenir l'initiative de Aminata. Chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver pour ce plateau de Business Challenge. Je reçois Siaka Bakayoko, qui est le représentant résident de la Banque mondiale au Niger. Monsieur Bakayoko, merci d'être venu dans Business Challenge. Merci Souley de m'avoir invité. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Alors, Monsieur Bakayoko, vous êtes arrivé au Niger en juillet 2015 en qualité de représentant résident de la Banque mondiale. En 2015, quand vous venez au Niger, quelle était votre perception et votre analyse de ce pays? Lorsque j'ai été pressenti pour le poste du Niger, évidemment, il y avait d'autres pays aussi sur le plateau pour lesquels j'avais été approché. Mais j'ai plutôt opté pour le Niger et pour 2 raisons fondamentales. D'abord, les Nigériens que j'avais connus en dehors de ma vie professionnelle. Je suis ivoirien. Et un pays où il y a une diaspora nigérienne très, très, très importante. C'est le 2e pays pour les Nigériens d'ailleurs. Voilà. Donc je voyais des Nigériens qui étaient très actifs, très entrepreneurs, très innovatifs. Alors je me demandais alors pourquoi des Nigériens à l'extérieur sont si driven, c'est-à-dire qu'ils sont si entreprenants et le pays n'arrive pas à émerger. Et c'est un pays également aussi qui dispose d'une richesse en ressources humaines qui me disait, Siaka, va voir ce qui se passe. Sur le terrain, est-ce que vous avez eu une réponse à votre question de départ qui était de dire, mais les Nigériens que je connais à l'extérieur étaient entrepreneurs dynamiques et pourquoi leur pays n'arrive pas à décoller? Est-ce que vous avez eu des réponses par rapport à cette question maintenant? Ah oui, 3 années suffisent pour avoir compris un peu la réalité et pouvoir avancer. D'abord, la première des choses que j'ai eu à faire, à part l'officiel pour aller voir les ministres et consorts, et j'ai réuni au bureau de la Banque mondiale tous les coordinateurs des projets. À l'époque, nous avons 15 projets. Ils sont tous venus, le coordinateur, il est venu avec son spécialiste de suivi, évaluation des personnes des marchés. Je les ai écoutés. D'abord, je leur ai dit, je viens avec une nouvelle dynamique. Je souhaiterais que sur les 3 ans que nous allons faire ensemble, nous travaillons en symbiose. Ce ne sera pas la Banque mondiale et le Niger, mais ce sera une équipe conjointe, qu'on va appeler équipe Niger, qui comprendra à la fois des staffs de la Banque mondiale et des cadres nigériens. Donc, nos succès seront nos succès et nos échecs seront nos échecs. On ne fera pas ce qu'on appelle en anglais du finger pointing. Quand il y a un succès, c'est moi. Quand il y a un échec, c'est lui. Pas question. Nous assumons ensemble. Alors, j'ai senti qu'ils étaient un peu surpris. Je leur ai dit, non, c'est ma façon de travailler. Et ça, moi, ça m'a beaucoup étonné la première fois que... Bon, après, je me suis habitué. Et quand vous présentez les choses en disant notre pays, le Niger... C'est ça, Nigeria, donc faisons ensemble. Vous le sentez comme ça? Je le sens réellement. Je le sens réellement. Et pendant 3 ans, si j'ai triché, après 3 mois, ça a cessé. Mais j'ai continué ça sur 3 années. Donc, sur 36 mois, donc c'est beaucoup. Et donc, ceux qui m'écoutaient, qui étaient des personnes intelligentes, ont compris qu'il y avait vraiment un changement de paradigme. Et ils ont pris le taureau par les cornes. Et ensemble, je peux vous dire que nous avons fait la différence. C'est vrai qu'on a senti, comme je disais, un changement de style, un changement, et surtout une envie de communiquer, de montrer ce que fait la Banque mondiale. Et à un moment, j'ai vu quand même, vous avez initié par exemple des journées portes ouvertes sur un certain nombre de projets et programmes de la Banque. Mais déjà, avant de parler de tous ces détails-là, quelles étaient vos priorités quand vous étiez venu? La priorité, c'était d'abord de dire, nous connaissons aujourd'hui quelles sont les contraintes majeures qui affectent l'économie nigérienne et la société nigérienne. On les a identifiées. Il y a les questions relatives aux capacités humaines, les questions relatives au développement d'un secteur privé qui soit dynamique et qui emploie,
Également, mais l'appropriation du développement par les Nigériens. Donc voici les 3 priorités majeures que je m'étais fixées. Et la troisième que j'ai dit, l'appropriation du développement par les Nigériens, était la plus facile. Pour dire que tous les projets que nous finançons ici, et je vous en prie, ne les appelez pas les projets de la Banque mondiale. En fait, ce sont des projets du Niger que la Banque mondiale finance. Ouais. Et vous êtes là pour aider à gérer les portefeuilles, comme on dit. Un animateur. Et la sémantique est très importante. Parce que dès lors que j'ai dit, ici, par exemple, c'est votre microphone. Ouais. Et si je disais, c'est le microphone de la Banque mondiale que je vous prête, je parie que l'attention vers ce microphone serait différente. Ouais, entre le moi et l'emprunté. Ouais. Donc, ce qui veut dire, nous avons là une dynamique, une batterie de Nigériens qui devaient s'approprier ces projets-là, qui devaient savoir, on ne le fait pas pour la Banque mondiale, mais on le fait pour le Niger. Par exemple, un indicateur de résultat. Nous allons accroître le taux de jeunes filles qui vont à l'école. On ne fait pas pour les statistiques de la Banque mondiale. Pas pour dire qu'on va passer de 10% à 15%, non. Oui, parce qu'il y a un besoin. Oui. Exactement. C'est pour le Niger. Avoir l'accroissement du taux de scolarisation de la jeune fille est un besoin du Niger et le Niger doit se l'approprier et le réaliser. Également aussi au niveau des différents ministères, j'ai fait la même approche pour souhaiter que les ministères soient vraiment dans le driver's seat, que c'est eux qui doivent conduire le développement et que nous avons accompagné et que nous sommes disponibles pour les aider dans ce sens-là. Et là, c'était le premier. Et le second, c'était de voir, j'avais dit tantôt, la croissance économique. Oui, la question du secteur privé aussi. D'abord, qui était très bonne. Je voyais que le Niger avait une bonne croissance économique, 5-7% dépendant des années. Pour voir, mais comment est-ce que cette croissance donnait l'impression de ne pas être inclusive? Ou est-ce que nous avons manqué le coche? Et nous avons fait beaucoup de brainstorming autour de cela. Et nous avons compris qu'il fallait que nous organisions des projets qui impliquent beaucoup plus à la base. Et également, que nous parlions aux uns aux autres. C'est là qui vient un peu que je vous ai connu. Je me disais que la Banque mondiale, quand j'arrivais ici, on avait un portefeuille de 15 à 16 projets, ça dépend. Et un encours de près de 1,2 milliard. 1,2 milliard de dollars. De dollars, donc, dans les engagements. Je me disais, mais là, la banque n'était pas, comme on dit, the game in town. Oui, avec autant d'envergure, mais l'impact n'est pas connu. Là, c'est maintenant, c'est moi que j'ai commencé à faire les ouvertures vers les médias pour dire qu'ils souhaiteraient que nous soyons beaucoup plus présents, que nous expliquions un peu beaucoup plus ce que fait la Banque mondiale, et que c'était une institution de développement, mais pour les Nigériens, pour le service des Nigériens, pour qu'ils comprennent un peu que la route qui s'est faite, ce n'est pas une route d'un étranger qui vient faire, c'est une route qui bénéficie au Niger. Donc j'ai intérêt à entretenir cette route, à ce qu'elle soit bien faite. Et là, c'est à ce moment qu'on sent que l'inclusivité du développement s'est fait sentir plus régulièrement. Les différents acteurs publics et privés avec lesquels vous travaillez sont aujourd'hui sensibles à cette façon de faire. Je crois, je me réfère toujours à une définition du leadership qui m'a marqué, qui disait le leadership, c'est la capacité à faire à une personne ce qu'elle aurait fait elle-même sans que vous soyez là. Qu'elle le fasse avec joie. Donc l'individu, il a un travail, il est payé pour ça. Mais votre rôle, c'est de créer les conditions qui font que la personne ait accompli exactement ce pourquoi elle avait été recrutée, mais avec une joie intense, même en chantant. Vous voyez, c'est ça. Donc, alors, très vite, j'ai inculqué ça. D'abord, avec mes collaborateurs, j'ai beaucoup insisté que ce soit eux qui prennent la parole, pas moi. On s'est arrivé souvent, on partait voir des ministres ou le jeune collaborateur qui est avec moi, parce que j'ai l'avantage d'avoir l'âge et l'ancienneté avec eux. Quand même, je disais, bon, je le préparais, je ne mettais jamais les hommes au charbon comme ça. On avait dit, bon, prépare-toi, tu vas faire la présentation. Et quand tu arrivais, il faisait la présentation devant des ministres comme ça. Je dis, non, mais écoute, tu es le spécialiste. Je ne sais que le country manager. Et aussi, du côté des projets, la seconde chose que j'ai eu à faire, c'est de demander aux projets que vos cellules de communication soient beaucoup plus agressives et prospectives. Et que non seulement elles ne se contentent pas de faire de la communication intra, c'est-à-dire vous parlez à vous-même, vous faites des bons magazines, des bonnes revues, mais qui ne parlent qu'à vous-même et à la Banque mondiale. Essayez de faire ces magazines et qu'ils s'adressent beaucoup plus à la population. Et que la population sache exactement qui vous êtes, pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que vous faites. Alors, maintenant, le portefeuille de la Banque mondiale, 15 projets, 1,2 milliard, et je pense même que ça a augmenté. Oui, ça a augmenté aujourd'hui. 1,5 milliard. Voilà, 1,5 milliard.
C'est-à-dire à la fois les projets nationaux et les projets régionaux. Voilà. Alors, et ces projets, c'est dans différents secteurs. Hein. On peut peut-être donner un peu quelques idées. Bon, moi qui suis souvent, je sais que je connais quelques-uns. Et je sais que ça intervient dans l'eau, ça intervient dans l'agriculture, ça intervient dans le développement des compétences humaines avec des projets comme le PRODEC, par exemple, avec beaucoup de ministères. Donc, ça touche pratiquement tous les domaines de la vie socio-économique. Alors, M. Bakayoko, 3 ans après, sur ce portefeuille, j'aimerais très concrètement que vous nous disiez quels sont les impacts ou les résultats clés dont vous êtes vraiment satisfait. Évidemment, bon, je dirais que les impacts majeurs ont été d'abord, la première chose, que les projets même prennent conscience que le développement du Niger leur appartient. Ça, c'est la première chose. Maintenant, je vois au niveau de l'enseignement technique, et qu'on appelle, c'était le PRODEC, oui, le qu'on appelle le qui a mis en place un système de formation des jeunes qui, pour moi, est un modèle qu'on peut émuler ailleurs. Non seulement, il n'est pas formé pour former, il y a eu d'abord ce diagnostic pour comprendre un peu quels étaient les besoins de l'économie, les besoins les plus pressants. Et les formations ont été mises en place où les jeunes Nigériens ont été suivis des formations en Tunisie, des Tunisiens sont venus. Et là, c'est des formations métiers. Hein? Oui, métiers qui étaient voilà. Et sur des métiers ciblés pour lesquels on allait améliorer la compétence. Alors, pourquoi je dis que c'est un succès? Ce projet a tellement bien travaillé que lorsque nous passions à la nouvelle phase, le nouveau IDAMENA, qui a commencé depuis juillet 2017, automatiquement, sans poser de questions, on lui a fait un financement additionnel pour dire continue. Et nous allons essayer maintenant d'échanger encore beaucoup plus pour aller beaucoup plus vers la base, pas seulement les hauts métiers qui sont importants, mais aller vers la base pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeunes Nigériens. Et là, ce projet il va passer au conseil. Il est déjà passé au conseil d'administration. On va commencer. On devait le signer cette semaine, mais je ne pense pas qu'on puisse le faire parce que les agendas sont tels qu'il y a l'Assemblée générale de la BAR qui se passe à Busan en Corée du Sud, où les officiels y sont. Mais je pense que d'ici la fin du mois de juin, nous allons signer et le financement additionnel de ce projet. Ça, c'est un succès. Maintenant, on vient dans l'assainissement et l'eau en milieu urbain, et qui est aussi un problème très crucial dans un pays sahélien. Et là, le projet aussi, quand je suis venu, c'était un des projets phares. Et vous voyez les stations de bout de vidange. Une même a été inaugurée hier. C'était important parce que ça permettait non seulement d'assainir davantage la cité, mais créer les conditions d'une hygiène qui serait partagée. Et cela a été fait. Et ce projet aussi, comme je le disais, vous voyez, il y a l'orthodoxie. Alors, pour les deux, d'ailleurs, je pense que pour donner le cadre dans lequel ils s'inscrivent, par exemple, le PRODEC répond quand même à une ambition du président de la République, celle de faire de l'enseignement technique et professionnel à hauteur de, je pense, 40% de l'offre globale de formation. Ça, c'est très important parce qu'on formait souvent des gens qui ne pouvaient pas être embauchés parce qu'ils ont appris des choses théoriques, ils n'ont pas appris des métiers. Alors, maintenant, parlons de quelque chose aussi qui a été quand même assez crucial dans votre mission ici, au Niger, c'est le climat des affaires. Et ça, moi, ça me touche particulièrement parce que depuis ces 4-5 dernières années, d'année en année, on a été quand même assez actifs dans la communication du Doing Business. Et je me souviens, vous étiez arrivé en 2015 et on avait quelques mois après votre arrivée, ou bien c'est quelques semaines, le Doing Business de l'année 2015 ou 2016. Oui, c'est 2015. On appelle DIBI 2016. DIBI 2016. Le nom est toujours une année d'avance sur l'année. Et c'était extraordinaire parce que le Niger venait de faire un très bon saut où vous disiez, mais à partir de cette année, on ne devrait plus revenir en arrière. Et c'est ce qui s'est passé. Effectivement, on ne peut plus revenir en arrière. Comment vous avez conduit ce travail-là? D'abord, oui. Quand il y a eu le premier lancement, à l'époque, le ministre allemand était ministre du Commerce. Donc, il était... Et là, il faut le dire. Je ne veux pas comprendre ça ici comme je fais... non, mais nous, on assume complètement ça parce que quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut le dire. Le ministre allemand, j'ai eu du plaisir à travailler avec le ministre. Voici un ministre de la République qui, lorsqu'il m'appelait une discussion, il disait, dans ce cas, bon, on va organiser une vidéoconférence. Il me disait, je suis prêt à venir à la Banque mondiale.
Le ministre venait à la Banque mondiale pour la vidéoconférence. Il pouvait rester 3 heures. Il n'est pas le seul. Il y a aussi celui de l'enseignement, le ministre Marté. Enfin, je profite ici pour dire, il m'a promis sa thèse de doctorat, il ne m'a pas encore dit qu'il me la donne, je parle bientôt. D'accord. Non, ça c'est fantastique. Donc aussi un ministre qui croyait plus au doing business que nous qui étions derrière. Il me suis dit, mais il faut l'accompagner. Quand il a fait la première présentation, c'était en octobre 2015, présentation. Non seulement il a fait la présentation sur ce qui avait été vécu, les succès, mais il avait déjà son plan d'action pour l'année suivante, qui était bien clair, avec le perte, le moyen terme, le court terme, le long terme, c'était tellement clair. Alors j'ai dit, mais attendez, c'est le travail le plus facile. Je suis seulement le berger. Je leur dis, vous avez des indicateurs, vous avez des cibles, et atteignez-les. Moi, je suis là pour vous apporter le soutien quand vous avez besoin de ça. Donc, on est tombé d'accord sur ce carnaval de travail et on a commencé à tourner dans ce sens. Et d'ailleurs, on est passé quand même, je pense qu'on a gagné plus de 32 points en l'espace de 3 ou 4 ans. Et sur certains indicateurs, on a créé le plafond, comme la création d'entreprises, où je pense que nous sommes aujourd'hui premiers en Afrique et 24e dans le monde. Mais bon, ça c'est parce qu'il y a 11 indicateurs. Création d'entreprises, transfert de propriétés, un certain nombre de... Sur chaque indicateur, il y a eu quelques progrès. Mais dans la pratique des affaires, je sais aussi que vous discutez avec les opérateurs économiques. Aujourd'hui, en dépit de ces succès-là, quelles sont les préoccupations que vous entendez au niveau du secteur privé et donc, vous, en tant qu'accompagnateur, vous aidez quand même à alerter ou bien à faire en sorte que le dialogue secteur public, secteur privé se focalise sur ces préoccupations-là aujourd'hui. Ce que j'entends très souvent, c'est pour dire, justement, oui, l'État ne nous écoute pas, les ministères ne nous écoutent pas. Et la question, la recommandation ou la question que je pose toujours, est-ce que vous êtes parti vers l'État? C'est vrai. Mais vous serez surpris, hein? Il sourit un peu, il sont un peu timide, il dit non. Il dit, bon, écoutez, restez chez soi, dans cette entreprise. C'est plein, l'État ne nous aide pas, n'est pas la solution. Vous êtes un corps organisé. Vous avez des syndicats, vous avez la chambre de commerce, l'entreprise. Réunissez-vous, convenez des mesures de réforme. Allez-y voir le ministre du Commerce, le ministre de l'Industrie, le ministre de l'Économie. Faites des propositions. Oubliez la scène politique qui vous faisait croire que le ministère, l'État devait tout imposer. Non, non, non. C'est fini ça. L'État est un régulateur. Si tu veux un chef d'orchestre... Un créateur de cadre, surtout aujourd'hui. Il crée le cadre, il s'assure que le cadre est équitable pour tout le monde, mais c'est à vous qui devez faire les choses. C'est à nous de jouer. Parlons d'autre chose, d'une autre bonne initiative, gouvernement du Niger, Banque mondiale et avec d'autres partenaires, c'est la CPA, la compétition des plans d'affaires. Et ça, nous aussi, on était partie prenante, heureusement. Et ça nous a galvanisé parce que pour la première fois, je pense, dans l'histoire du Niger, il y a eu un concours sur tout le territoire national qui a mobilisé plus de 2000 jeunes. Ces 2000 jeunes sont des porteurs de projets d'entreprise, tous rêvent de créer leur entreprise et je pense qu'il y aura 200 ou 300 qui vont être accompagnés, dont 150 peut-être qui seront primés. Alors, la CPA, vous étiez au lancement, vous avez accompagné. Pour la Banque mondiale, qu'est-ce que cela représente exactement? Et cela représente le futur. Le futur, pourquoi? D'abord, intéresser les Nigériens de demain, donc c'est la jeunesse, qu'ils déjà pensent et qu'ils croient en eux-mêmes et que la solution ne viendrait pas essentiellement du secteur public. Il faut se le dire. Quelle que soit la bonne volonté des administrations, du gouvernement, le gouvernement ne pourra pas créer autant d'emplois que le pays en a besoin. Mais par contre, le gouvernement a une obligation de créer les conditions qui favorisent cela. Donc chez nous, on a dit, allons vers les jeunes qui sont encore beaucoup plus ouverts. D'abord, c'est la nouvelle génération des Haïti, ils comprennent, et leur donner la possibilité d'innover, de venir avec ce qu'ils sentent et de le formuler en un plan que nous pouvons supporter. Parce que nous pensons que là, ces jeunes qui partent de rien, excusez-moi, et non, ils ont le diplôme, ils ont tout, mais quand ils disent pas de rien, ils n'avaient pas de capital de départ. Et puis ils n'avaient pas de business de départ. Ils n'utilisent que son brain, son imagination, pour créer un cadre, un business model, un business plan que nous finançons, et il va de A à Z. D'abord, ça envoie deux messages très forts. Pour dire que les plus grandes entreprises du monde, qu'on appelle Google, Apple, IBM, tout ça,
sont pas nés du ciel. Quelqu'un a réfléchi. Il a pris un crayon, une feuille, il a réfléchi. Et souvent, c'est des gens qui sont partis de rien, comme vous dites. Ne croyez pas que les pays développés aujourd'hui, il y a eu un contrat divin entre des populations et Dieu. Non, il faut réfléchir. Donc, on pousse déjà ces jeunes à réfléchir comme cela. Crée quelque chose, tu as une idée, pense. Crée quelque chose. Alors, un autre chantier sur lequel je vous ai vu agir, et là c'était aussi un très beau tandem avec la ministre Boulama, avec presque tous les membres du gouvernement d'ailleurs, et aussi il y avait la ministre Mme Jibo qui était là aussi, et l'apothéose c'était à Paris pour la conférence de la Renaissance, le PDS. Alors, le PDS, dites-nous, c'est quoi le rôle exactement que la Banque mondiale a joué? Je sais quand même par ailleurs que la Banque mondiale s'est engagée à mettre de l'argent dedans. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? La beauté du PDS, ça a été fait de façon très participative. Ce n'est pas dans le sens inverse où les donneurs, les bailleurs de fonds viennent, les partenaires disent qu'on va participer à l'État. C'est l'État qui était responsable de son chantier. Maintenant, qui nous invitait à venir travailler avec eux. On donnait nos avis, on disait non, ça il faut changer par là, mais c'est eux qui faisaient. Alors la Banque mondiale avait promis 2,5 milliards de dollars pour le PDS. Alors le PDS, je pense qu'au total c'était 23 milliards de dollars qu'on cherchait. Donc, non, on cherchait 17 milliards, 17 on a pu engranger. Il y a une blague qui est sortie. Mes jeunes camarades on était à Paris, et alors à la salle ils m'ont dit, mais c'est pas qu'on venait là. Bon, quand on quittait Niamey, on venait pour 17 milliards, n'est-ce pas? On a 23, les 6 milliards qui sont faits. On ne peut pas les partager entre nous. Bon, pour te dire un peu, entre mon arrivée en 2015 et aujourd'hui, ça a créé une familiarité tellement bonne que le travail s'est fait très bien. Non, alors, franchement. Aujourd'hui, parce que le côté, parce que c'est vrai qu'on se sent à l'aise, décomplexé, c'est un style qui est agréable. Mais on travaille. Mais justement, parlant de travail, le PDS, son sens, et ça vous le dites souvent, la ministre le dit, c'est comment ça va changer la vie des gens. Il y a plus de 20 millions de Nigériens aujourd'hui qui doivent sentir que tout ce qu'on va faire là va changer quelque chose dans leur vie. Vous, M. Bakayoko, qui avez accompagné ça, qui travaille sur ça, est-ce qu'aujourd'hui vous commencez à voir des prémices des choses qui se font sur le terrain par rapport au PDS? Oui, la première des choses d'abord, c'est le fait même que le gouvernement s'est approprié le PDS. Et vous avez dû entendre dans les... Vous ne pas entendre, pas dans la radio, peut-être comme vous êtes dans le Business Challenge, vous avez vos canaux de communication. Il y a eu des réunions autour des pôles. Il y a 7 pôles qui ont été créés pour la mise en place du PDS. Il y a le pôle transition démographique, santé, infrastructure, histoire de l'économie. Et dans ces pôles, les décrets, les arrêtés sont déjà faits. Il y a les ministères, la société civile, les ONG et les partenaires. Et ces pôles se réunissent régulièrement pour la mise en place. C'était la réunion pour la mise en place du pôle développement économique. Et j'étais là-bas, alors nous pour assister comment ça se met en place, comment on va gérer tout ça. Donc tu vois, il y a déjà cette appropriation. Le second, et j'avais dit à Madame la ministre, on a dit à Paris que c'est vous qui allez conduire le développement, vous serez dans le driver's seat. Et cela, c'est ça. Nous sommes en train de travailler sur un projet qu'on appelle, en anglais, c'est Agriculture and Livestock Transformation, la transformation du monde rural, si vous voulez. L'équipe est venue depuis le mois d'octobre, ils ont travaillé. Le 1er juillet sorti, Madame la ministre a dit, c'est pas ce que je veux. Je ne sens pas dans ces programmes que vous voulez développer, qui entre parenthèses fait il y a 100 millions de dollars, je ne vois pas la transformation du monde rural. Il y a eu beaucoup d'itérations, et aujourd'hui le projet devait être en évaluation, mais nous sommes en train encore de voir pour dire que le Niger n'attend plus qu'on vienne lui servir un projet, mais il prend le taureau par la queue du projet. Moi, ça me fait plaisir. C'est un peu plus lent dans le développement, mais moi, ça ne me gêne pas. Que ce soit un peu plus lent, mais au moins, ce qui sortira, c'est ce que voudrait le Niger. C'est la différence. Et si ce qui sort est ce que veut le Niger, je te garantis, Soulé, que vous allez l'exécuter à 100%. Alors, M. Bakayoko, j'avais prévu de faire cette interview en 20 minutes. Mais quand je discute avec vous, c'est tellement agréable qu'on ne voit pas le temps passer. Je pense qu'on en a fait plus, mais on va revenir quand même. On va parler encore un peu de vous. Alors, 3 ans sont passés. Vous avez vécu dans votre pays, vous l'avez aimé, vous avez accompagné. Mais c'est toujours triste parce que les bonnes choses, quand elles finissent, comme on dit, c'est un peu... Alors, aujourd'hui, quand vous regardez
et que vous faites une petite synthèse. Je ne vous demande pas de bilan sur Business Challenge, peut-être que vous allez le faire avec le chef de l'État. mais qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous anime comme sentiment? Qu'est-ce que vous avez le plus aimé? Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut encore améliorer? D'abord, c'est une excellente question parce que les départs sont toujours difficiles. Oui. Toujours difficiles. Surtout dans un pays où, en 3 ans, on a réussi à faire tant de choses, on souhaiterait continuer. Mais je me suis dit qu'en restant comme ça, c'est pas rendre service au Niger. Parce que les jeunes Nigériens et les jeunes Nigériennes avec lesquels j'ai travaillé doivent prendre la relève maintenant. Oui, la banque sera toujours ici, doit prendre la relève. Pour dire, avec M. Bakayoko, voici un peu le modus operandi que nous sommes définis, on peut le continuer. Et celui qui va me remplacer va continuer dans ce sens. Parce qu'il y a une volonté réelle. D'accord. Donc sur ce plan, c'est avoir réussi l'éveil des Nigériennes et des Nigériens à vouloir prendre en charge leur propre développement, à pouvoir questionner la Banque mondiale et à faire des propositions et ne pas être ceux qui attendent toujours qu'on leur offre. Là, je trouve que ça, c'est un bon succès. Tu l'as dit tantôt, le succès du Doing Business, ça me fait plaisir. Mais il y a aussi un goût d'inachevé. Je n'ai pas réussi à promouvoir la jeunesse suffisamment. J'aurais voulu faire beaucoup plus. Parce que quand j'étais dans un premier pays, vous avez créé autour de moi un petit forum de jeunes. Aujourd'hui, 2 de ces jeunes sont ministres dans ce pays. Oui, c'est pas moi qui les ai nommés. Mais parce que ils ont quand même étaient là, on discutait, je les écoutais et souvent je prenais leurs idées pour aller dans les projets de la Banque mondiale. Mais ici, je pense que je n'ai pas réussi à le faire. Je l'ai fait, mais il est un peu timide. J'aurais voulu le faire beaucoup plus. Parce qu'ici, vous êtes beaucoup plus entrepreneur que d'autres pays. Parce que je ne sais pas si c'est l'espace ouvert qui vous donne cette entité, mais vous êtes vraiment très entrepreneur. Ça me donne un petit goût d'âge. Ça ne veut pas dire que le Niger n'a pas travaillé. C'est que je ne suis pas arrivé à trouver la véritable équation, la solution à la véritable équation pour faire marcher. Mais ça prend maintenant, Parce que ce qui manquait, ils avaient raison. Après, ils m'ont parlé. Ils disent, M. Bakayoko, avant vous, d'autres représentants sont passés. Vous êtes passés. Toujours vous nous réunissez, on ne voit rien. Ils ont raison. Il dit, c'est devenu un peu réunion fatigue. Mais maintenant, il y a le projet l'agriculture intelligente. Où, en travaillant le CIPMEN, on a pu identifier des jeunes startups qui font des merveilles. Par exemple, le e-extension, c'est-à-dire la vulgarisation par Internet. Où maintenant, les paysans qui sont même à Zender, à Difa, arrivent à appeler la plateforme pour avoir les réponses à leurs questions. Des informations agricoles. Oui, agricoles. Et tu sais, c'est fait par des jeunes Nigériens. Il y a un qui s'appelle Ikoudi. Bon, Dieu merci, je ne connais pas les noms, je n'ai pas fait de la publicité ici. Des Nigériens du CIPMEN. Je les connais exactement. Oui, justement. Il faut dire qu'au départ, quand je voulais créer cette plateforme, j'ai été lent à incorporer les jeunes dans les projets. Et alors, là où ce que vous dites est intéressant, il n'y a pas encore si longtemps, souvent, quand on réfléchissait à des choses comme ça, on va amener quelqu'un qu'on pense qu'il est expert de quelque part, de Washington, de trucs. Et aujourd'hui, c'est vrai que cette tendance doit devenir absurde parce qu'on a toutes les compétences sur place. C'est ce qui a manqué, parce qu'au début aussi, j'ai fait 2 réunions avec les jeunes, chez moi au bureau. 2 réunions. Mais je leur dis, écoutez, c'est vrai. Je leur donne la liste de mes projets. Allez-y voir les coordinateurs de ces projets, dites-les ce que vous avez à offrir. Mais je pense qu'il y avait un peu plus de... on était tous victimes de notre passé. Ça ne s'était jamais fait au Niger. Donc ces jeunes ont hésité. Est-ce que ce n'est pas une manière de se débarrasser de nous? Oui, c'est vrai. Tu nous invites chez vous à la Banque mondiale, on vient, on se réunit, on cause, tout ça. Après, tu nous dis, voici la liste des projets, allez-y voir le projet ABC. Est-ce que ce n'est pas un piège? Pourquoi pas toi? Mais parce que... Et surtout qu'il se dit, le chef, il peut décider. Oui, parce que, mais dans mon programme initial, quand j'ai reçu le coordinateur des projets, il dit, c'est vous les projets. Moi, il faut que ça m'a animé. Vous décidez. Donc, alors, du coup, il y a eu un peu cette méfiance. Ils n'ont pas eu confiance en moi. Oui, ils ne doutaient pas de moi, mais ils disaient, il y a un piège quelque part. Mais après, maintenant, ils ont trouvé que c'était mon modus operandi, il fallait le faire. Il y a un jeune aujourd'hui qui avec le projet PPAO. Il est venu, il a exposé. C'était tellement convaincant que j'ai fait un déjeuner là au bureau pour expliquer. Et j'ai demandé à mon collaborateur qui s'occupe du secteur, j'ai dit, arrange-toi pour que ce jeune ait un contrat. Et il a fait les pièces des mains, il a eu le contrat. Non, attention, ce n'est pas un contrat donné, ce n'est pas gré-agré. Il avait un travail dont avait besoin le projet. Il avait la solution. Donc, quand j'ai fait mes 2 réunions à les jeunes, ce que je leur disais, vous avez la solution. Allez trouver les coordinateurs des projets, asseyez-vous, écoutez les projets. Voilà. Mais je crois que ça s'est passé maintenant. Et ce qui va me remplacer, il n'avait qu'à pousser, les jeunes comprennent maintenant. Alors, juste 2, 3 questions rapides, où là on va répondre oui ou non. Premièrement, aujourd'hui, avec ce travail qui a été fait pendant ces dernières années, quelle est la place
du Niger, même symboliquement, au sein de la Banque mondiale? Parce que la Banque mondiale concerne des centaines de pays. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, le Niger, la perception du Niger, le positionnement du Niger s'est amélioré au sein même de la Banque mondiale? Non, ça s'est amélioré d'abord. J'ai donné 3 indicateurs. Seulement en un an, en juin 2017, le vice-président de la Finance, M. Axel Trossenberg, il est venu ici pour venir parler des succès que nous avons eu sur AIDA 18. Ok. En février, fin février, début mars 2018, le vice-président de la SFI, qui venait d'être nommé en janvier, a choisi, et Sergio Pimenta, a choisi le Niger pour venir. Pas pour faire du tourisme. Vous avez vu le contenu des réunions. Et puis tout récemment, on a eu 12 administrateurs qui sont venus. C'est parce que la théorie, les papiers qu'on leur envoyait, on a peint un Niger qui est émergent, qui veut monter, qui veut réussir. Ils sont venus vérifier, ils ont vu. Ils ont reconnu qu'il y a beaucoup de challenges. Mais heureusement aussi, ils ont reconnu que le pays ne dort pas devant les challenges. Il se bat. Il veut se battre et dort-les. Donc tout le monde voit un pays qui veut aller de l'avant, qui a besoin de ressources et d'accompagnement, il faut le faire. Et moi, je pense que de toute la banque aujourd'hui, c'est la position. Alors, deuxième question, très rapide pour finir. C'est vrai que ceux qui ont observé, et nous on l'assume, hein, on pense que vous avez fait un très bon boulot. Franchement, doing business. Et je le disais, hein, il était très rare de voir un fonctionnaire international qui s'implique à ce point aux côtés d'un pays. Vous appelez le Niger mon pays. Oui. Et ça, c'est touchant. Mais quand on fait un travail comme ça, est-ce que dans une institution comme la banque, on peut vous donner le choix de désigner, de contribuer à la désignation de votre successeur? Est-ce que vous avez ce droit-là? Non. Parce que dans les entreprises, nous dans le secteur privé, on prépare la relève. Vous êtes DG, vous savez que vous allez passer PDG, vous préparez votre DG qui vous suit. Et ça ne se fait pas dans les banques. C'est différent parce que c'est une administration aussi. Parce que en tant que représentant résident, je suis chargé du dialogue avec les autorités et de la conduite du portefeuille et consort. Donc ça, c'est le global. Mais la manière de faire est individuelle. Donc si je devais participer au choix de mon remplaçant, je choisirais quelqu'un qui serait exactement comme moi. Il n'est pas moi. Alors que quand même, l'institution en tant que telle, qui a une mémoire institutionnelle beaucoup plus poussée, qui a vu plusieurs personnes qui sont passées dans Chiaka, peut dans les questions, dans les revues, dans les interviews, faire, disons, un condensé de ces devants pour voir si l'individu répond à sa critique. Parce que je suis peut-être le 10e, 15e représentant résident. On a vu l'évolution au fur et à mesure. Donc on voit un peu les traits saillants qu'un représentant doit avoir pour le Niger et on peut sortir cela pour modéliser un peu. Voilà, pour voir un peu s'il adhère à cela. Sinon, si c'est moi, ce serait très unique, très orienté. Et tu vois, non, on peut vous demander, qu'est-ce que vous pensez voilà. Et puis, alors, la dernière question sur laquelle on va finir cet entretien très agréable, qui est même devenu très amical. Alors, what is next? Après le Niger, what is next? What's next? I'm just flying back to Washington, to headquarters. And the second let's say, leg of my life. Alors, comme les téléspectateurs sont francophones, tu as posé la question en anglais. Alors, je traduis ma question. Non, d'accord. La suite, je vais remonter à Washington, au siège. Ça me permettra d'être beaucoup plus proche de ma famille. Parce qu'il faut dire, on est un peu égoïste dans ce métier. On sacrifie souvent la famille. Les 3 années que j'ai passées ici, et ma famille était restée là-bas, donc je m'approche un peu d'eux. Et puis aussi, je vais réfléchir aussi à la vie après la banque. Ça me fait 20 ans de banque. Cette montre que je porte aujourd'hui, c'est mon cadeau de 20e anniversaire. Il m'a donné en octobre 2017. Ça faisait 20 ans. Et ça fait 20 ans de banque. Je pense qu'il faut laisser aussi la place à la jeune génération. Et donc, retenir auprès de ma famille et réfléchir un peu quel est mon ex-move. En 2015, nous avons rencontré Obama. Et une des préoccupations qu'on avait eues, parce que quand quelqu'un est un bon leader, on se pose la question quel pourrait être son avenir après la position de leadership dans laquelle on lui disait. Mais après la présidence, qu'est-ce que vous feriez? Après la banque, qu'est-ce que vous feriez? Vous êtes, pour moi, un leader africain aussi inspirant que quelqu'un comme Obama, c'est clair. Mais qu'est-ce que vous feriez? Je vais continuer dans cette voie. Et je ne crois pas tellement au consulting. Non. Je crois plutôt à la formation. Bon, le consulting aussi de la formation. Je pense plutôt mettre en place une plateforme de formation des jeunes leaders. Et voilà les jeunes leaders qui ont développer le capital humain, qui ont tout le talent technique et tout ça, leur apprendre à être leaders, à être des leaders.
Parce qu'on te dira toujours, il y a des leaders nés. Non. Il y a des personnes charismatiques, c'est vrai, mais le leader, c'est différent. Ouais, ça s'apprend. Voilà, justement, encadrer les jeunes, aller dans cette direction. Et aussi, dans nos pays qui sont très fortement tournés vers le secteur rural, et il se pourrait que je m'intéresse un peu à l'agriculture. Il se pourrait. Mais surtout, pour valoriser les produits. Ce que je vais faire, je prends par exemple le moringa. Passer de la cueillette à la production scientifique. Ah, ça c'est même pour vous retour aux sources, parce qu'en tant qu'Ivoirien, vous avez sans doute vécu dans des champs de cacao. Oui, c'est-à-dire que ce n'est plus maintenant le moringa qu'on va cueillir pour mettre la sauce. On va cueillir le moringa, on va le packager pour faire du thé, on va le packager pour pouvoir faire de la salade, c'est de tout, et qu'on puisse label et le vendre sur le marché international. On peut le faire. Effectivement. Monsieur Bakayoko, merci beaucoup. C'est un de mes plus inspirants entretiens que je fais, en tout cas ces derniers temps. Je reçois des personnes très inspirantes et vous faites partie de ces personnes-là. Merci pour tout ce que vous faites et bon vent. C'est comme on dit, c'est vrai, un départ, c'est toujours à... Peut-être que cette fois-ci, on va dire au Niger, quand on vient, on pleure 2 fois. Hein? Non, en arrivant et en partant. Non, mais j'ai revenais parce que, en dehors de mon côté professionnel, j'aime beaucoup la musique. Et j'ai découvert ici que vous avez un folklore très riche. Ça m'a beaucoup plu. Du coup, je vais revenir pour investiguer ça davantage. Et puis aussi, vous avez un très beau pays de tourisme. J'avais toujours promis de faire le Ténéré. Je ne l'ai pas encore fait. Il y a de fortes chances que l'hiver prochain, donc décembre, janvier, février, que je revienne. Et pas vous ne me verrez même pas. Je viendrai en jean et puis j'irai dans le Ténéré. Non, mais nous, on va vous inviter parce qu'on va bénéficier de votre coaching, de tout ce que vous êtes en train de faire. Et ce que vous nous dites aussi, c'est que nous, tous Nigériens, ça doit quand même nous faire comprendre toute la richesse que nous avons, toutes les valeurs que nous avons et dont malheureusement souvent nous négligeons. Et ça, nous devrons apprendre à nous aimer nous-mêmes. Merci beaucoup, M. Bakayoko. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement aimé cet entretien avec M. Bakayoko Siaka, représentant résident de la Banque mondiale au Niger, avec lequel nous avons fait le tour du portefeuille de la Banque mondiale, mais aussi de la mission qu'il a réalisée au Niger durant ces 3 dernières années. Restez à notre compagnie pour la suite de cette édition. À tout de suite. Du 8 au 10 mai 2018, la ville de Niamey a accueilli une mission tunisienne d'hommes d'affaires. Cette mission a organisé en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie du Niger une rencontre d'information sur le corridor terrestre entre la Tunisie et le Niger dans la matinée du 10 mai 2018. En effet, cette nouvelle voie transsaharienne permettra à ces 2 pays d'accélérer et augmenter leurs échanges commerciaux. Ouvrant la cérémonie, le secrétaire général de la CCIN, Ousmane Mahaman, a salué la volonté manifeste des hommes d'affaires. Votre visite au Niger, monsieur le chef de délégation tunisienne, constitue une occasion pour échanger sur le développement du commerce transfrontalier Tunisie-Niger à travers le corridor terrestre qui relie nos 2 pays et au-delà, entre les 2 continents et l'Afrique. Cette rencontre d'échange traduit également notre volonté commune de cheminer ensemble dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant pour relever les défis que nous impose la mondialisation. Mesdames et messieurs, permettez-moi de conclure par l'expression de ma profonde gratitude à l'endroit des plus hautes autorités en charge de la coopération entre nos 2 pays pour les efforts qu'elles déploient pour le développement d'un partenariat privilégié entre la Tunisie et le Niger. Le chef de mission de la délégation tunisienne, Mourad Nabi, quant à lui, a fait une communication sur l'utilité du corridor terrestre pour ces 2 pays qui sera bientôt opérationnel. Nous sommes pratiquement voisins et nous avons 2 parties dans le pays qui sont les mêmes et qui sont une partie du Sahara. Nous espérons qu'à travers ce corridor, nous pouvons augmenter ce trafic en amont et en aval. Bien sûr, si nous avons des camions qui viennent remplis de marchandises à Niamey, nous espérons aussi que ces mêmes camions rentrent remplis de marchandises nigériennes pour la Tunisie. L'homme d'affaires tunisien Mourad Nabi a présenté également les potentialités de son pays et a dressé une statistique des entreprises tunisiennes spécialisées dans l'exportation. Après la présentation, les hommes d'affaires nigériens ont posé des questions à chaud, notamment sur la sécurité de ce commerce transfrontalier et les procédures administratives des exportations et importations en Tunisie.
Institution fédératrice du secteur privé, la Chambre de commerce et d'industrie du Niger a pour mission principale d'accompagner et encadrer les acteurs économiques en leur offrant une variété de services. Les services et opportunités offerts par la Chambre de commerce et d'industrie du Niger s'adressent à tous les opérateurs économiques sur l'ensemble du territoire national et même à l'extérieur du pays. C'est pourquoi la communication est un levier important de performance pour la Chambre de commerce. À travers sa stratégie de communication, la Chambre ambitionne de vulgariser et faciliter l'accès à tous les opérateurs économiques aux services et opportunités qu'elle offre. Nous faisons beaucoup de choses que nous ne montrons pas et que nous devons montrer. Donc voilà en fait le problème qui est posé au niveau de la Chambre, c'est la visibilité de ces actions. Un penseur disait que la vraie communication d'une chambre, c'est avant tout la qualité des services qu'elle rend. Mais les services, aussi bons soient-ils, ont besoin de communication pour durer. Donc, forcément, ce savoir-faire-là, il faut le faire savoir. C'est ça. Donc, il faut qu'il y ait de la visibilité dans nos actions. En 2014, lorsque M. Edi Ango prenait congé de la Chambre de commerce, il disait en substance ceci. L'un des regrets que j'ai, c'est de n'avoir pas réussi à transformer la Chambre de commerce en un véritable outil de communication. Je voudrais que ceux qui vont me succéder, et pour vous qui continuez de travailler, que vous mettiez la communication au cœur de votre action. Quand M. Moussidi est arrivé, a pris donc la présidente de la Chambre de commerce, la première des choses qu'il a faites, c'était de procéder à la réorganisation des services. Et dans cette lancée-là, la cellule de communication qu'il y avait a été transformée en direction de l'information, de la communication et des relations institutionnelles. Il y a eu le recrutement d'un professionnel en communication, auquel on a confié donc le service communication et marketing. Ça prouve aussi le besoin vraiment de développer la communication. La communication est donc un élément clé du développement de la compagnie consulaire. À cet effet, le plan de communication se décline en plusieurs chaînes d'activité. L'exécution de ces dernières a permis à la Chambre de se doter de supports de communication interne et externe plus efficaces. La communication s'est développée à l'interne comme à l'externe à travers des actions telles que l'élaboration d'un plan de communication. Il s'agit de faire connaître les actions de la Chambre de commerce via les journaux, les sites web, la e-communication, comme on dit. Le bulletin d'information est publié une fois par mois. Mais compte tenu de réformes que nous avons eu à faire dans le cadre de la communication, nous avons décidé effectivement de faire la publication 2 fois par mois, dont le but est de mettre à la disposition des opérateurs économiques des informations à temps et surtout des informations économiques fiables. Il y a aussi l'élaboration des annuaires économiques dont l'édition 2018 est en cours d'élaboration. La mise à la disposition des informations économiques et commerciales de qualité et à la réhabilitation du centre de documentation et d'archives et à la reconstitution du fichier consulaire. Il faut dire que dans ce cadre, nous avons signé un contrat de travail avec l'INES qui est en train de nous aider à reconstituer les fichiers consulaires, dont le but est de nous permettre de maîtriser effectivement l'ensemble des opérateurs économiques qui sont enregistrés dans différents fichiers, que ce soit à la DGI, à la Chambre de commerce et à l'INES. Dans l'exécution de sa stratégie de communication, la Chambre de commerce a impliqué des structures spécialisées de production audiovisuelle. De plus, elle a érigé sa cellule de communication en direction chargée de l'information, de la communication et des relations institutionnelles. Cette dernière est animée par des cadres d'institutions et assistée par des experts en communication. Nous avons dû intensifier la couverture médiatique de nos événements, tous les événements qui sont organisés au niveau de la Chambre. Ce n'était pas le cas par le passé. Et nous faisons appel à d'autres médias. Et nous ciblons généralement aussi les médias qui ont une audience nationale.
Vous savez, la Chambre maintenant a la maison de l'entreprise, le CGA, l'ANIPEX, etc. Donc tous les documents d'information, nous avons mis à jour en termes de dépliants, de pochettes d'information, de plaquettes. Et même, disons, la mise à jour, la réalisation de gadgets, comme les calendriers, les t-shirts, etc., pour un peu faire vraiment la promotion de l'image de l'institution, pour mieux faire connaître l'institution. La signature de conventions et de contrats avec plusieurs agences de communication, dont la vôtre, bien entendu. Il y a l'agence Actualis qui s'occupe de la mise en forme de notre bulletin bimensuel d'information. Maintenant, avec Impact.com Media qui est venu, donc qui nous a rejoint en 2007, et je dois vraiment féliciter M. Seydou qui a fait beaucoup pour nous mettre sous la pression et nous amener vraiment à communiquer. Donc nous avons initié des émissions thématiques. Présentement, nous sommes sur un dossier, toujours avec Impact.com Media, un dossier que nous avons intitulé « Grand dossier de l'économie nationale », avec comme premier élément, nous allons sortir donc un ouvrage sur l'histoire même de la Chambre de commerce et des grands hommes qui ont animé l'économie nationale, de 1960 à aujourd'hui. Au niveau interne, le développement de la communication a permis à la Chambre de renforcer l'esprit d'équipe et l'adhésion. Toujours en quête d'excellence, la Chambre s'évertue à renforcer davantage sa communication et à relever les nouveaux défis qui se présentent. Aujourd'hui, la Chambre de commerce et d'industrie du Niger est connue par la majorité du public nigérien, notamment en ce qui concerne son rôle, ses missions et surtout le service qu'elle offre et les activités qu'elle organise. Certes, des progrès ont été enregistrés en ce qui concerne la visibilité de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, mais il faut reconnaître que beaucoup reste à faire. Pour ce faire, nous y allons multiplier d'efforts afin de créer un climat de confiance et de l'appartenance dans notre collaboration avec les opérateurs économiques. La rubrique Comprendre l'assurance vous est présentée en partenariat avec Saham Assurance. Dans une organisation, l'accueil constitue la première phase d'entrée en contact avec le monde extérieur. Cette phase peut être fatale à l'organisation si les conditions d'accueil ne reflètent pas son image. En tant qu'élément de communication, l'accueil matérialise la première impression d'un visiteur. Consciente de cette réputation, Saham Assurance réserve un accueil personnalisé aux clients ou aux visiteurs en mettant du personnel dynamique, attentif et proactif. À Saham, nous avons une politique globale d'accueil. Nous avons entre autres l'accueil physique. C'est ce qu'on a de plus chaleureux à Saham Assurance. Il se fait de façon professionnelle, dans la sérénité et le strict respect du client. L'une de nos valeurs cardinales, au point de ne rien négliger, car dans le maillon, tous les acteurs jouent un rôle important, du vigile à l'administrateur directeur général. Le recrutement au sein de Saham Assurance est très sélectif à la base. Donc, à la base, nous avons des professionnels du métier. Donc, pour chaque employé, nous prenons des gens qui ont l'expertise de pouvoir faire face aux clients qui viennent à lui. Le renforcement se fait aussi de façon continue à tous les niveaux. Chaque année, un plan de formation est élaboré et attribué à chaque employé selon sa responsabilité. Ceci permet l'adaptation au contexte de mutation progressive. En plus, Saham a une ligne verte pour assurer l'accueil téléphonique. Ce dernier permet de prendre en charge avec efficacité les appels et orienter selon leurs besoins en information ou d'être assisté par le personnel de Saham. Quant à l'accueil téléphonique, il se fait par des professionnels. Pour certaines questions, ils n'ont pas besoin d'orienter le client vers un service. Ils sont coachés de façon à pouvoir répondre eux-mêmes aux clients. Et lorsque cela demande beaucoup plus de professionnalisme,
ces derniers sont en mesure de diriger le client vers le service qui est en mesure de répondre aux attentes du client. Le cadre et les conditions d'attente chez Saham Assurance laissent une impression agréable. Il favorise le dialogue entre les visiteurs. L'accueil, vraiment, j'ai très bien aimé l'accueil de Saham Assurance. D'abord, quand je suis rentré, j'ai aimé d'abord le bâtiment. Et secondo, le personnel a vraiment été cool avec moi. Donc, je veux dire que côté accueil, vraiment, je suis satisfait. Je n'ai pas constaté d'anomalie dans l'accueil. Une bonne technique d'accueil peut attirer des clients potentiels. Elle consolide la relation avec ses clients et collaborateurs et inspire une confiance absolue. Ainsi, chez Saham, l'accueil est devenu un maillon essentiel de la satisfaction de ses clients. Il est également un dispositif de différenciation. Il faut aussi noter que nos salles d'accueil permettent en fait à ces clients de se mettre dans le confort le plus absolu afin encore de véhiculer l'image de marque de notre société et de pouvoir les mettre en confiance. Donc ces salles d'attente en fait sont bien aménagées tant au niveau du siège qu'au niveau de nos agences. Et aussi, nous travaillons pour pouvoir aujourd'hui réduire les temps d'attente afin de pouvoir répondre directement aux clients dans un laps de temps. Véritable source de confiance et de rentabilité à long terme, l'accueil s'inscrit dans la politique globale de communication de Saham Assurance. Ainsi, la qualité de l'accueil physique et téléphonique de Saham instaure un climat de confiance dès le premier contact. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement aimé cette édition Business Challenge. Les échanges que nous avons eus avec Siaka Bakayoko particulièrement, sans doute, vous ont aidé à mieux comprendre le rôle de la Banque mondiale dans les pays où elle intervient. La Banque mondiale étant entendu que c'est une propriété des États parce que tous les États sont actionnaires de la Banque mondiale. Le Niger est actionnaire de la Banque mondiale. Et comme le disait Siaka Bakayoko, les projets que nous appelons projets Banque mondiale ne sont pas véritablement des projets de la Banque mondiale, mais des projets de nos pays, des projets du Niger qui sont financés en partie ou en totalité par la Banque mondiale. Et la Banque mondiale accompagne les États, notamment, à mieux réussir ces projets-là. Et nous ne finirons pas cette édition sans revenir sur une agréable nouvelle que nous avons eue lors de la célébration du 100e numéro de Business Challenge. Nous avons eu l'honneur d'avoir parmi nous le ministre de l'Entrepreneuriat des Jeunes. Et le ministre de l'Entrepreneuriat des Jeunes a délivré un message du chef de l'État que nous vous rappelons à travers cette édition. Une fois que j'ai échangé avec le président de la République par rapport à la communication, il m'a dit ceci: le jeune qui fait Business Challenge, j'ai plusieurs fois eu l'occasion, mais je ne l'ai pas fait, de lui dire que le Niger et lui-même, le président de la République, est fier de lui. Il a dit aussi de lui dire de vive voix qu'il le félicite et qu'il l'encourage. Ce message du chef de l'État, du président de la République, nous a naturellement énormément touchés. Toute l'équipe de Business Challenge était très émue de recevoir les félicitations, les encouragements du président de la République. Et nous pensons qu'au-delà de notre équipe, ces félicitations et ces encouragements s'adressent aussi à toute la jeunesse entreprenante de notre pays, à tous les jeunes qui ont envie de contribuer à une transformation positive du Niger. Merci beaucoup, Monsieur le Président, au nom de toute cette jeunesse. Et nous pensons que ce type de message nous galvanise davantage, nous encourage et nous montre aussi le devoir que nous avons tous en tant que citoyennes et citoyens pour travailler à réussir pour nous-mêmes, mais aussi à réussir pour notre pays. En tout cas, cela nous fait extrêmement plaisir et nous le partageons avec vous, chers téléspectateurs. Œuvrons tous ensemble pour le développement économique et social de notre pays. C'est notre intérêt commun. Et sur ce, je vous dis, vous pouvez continuer à garder le contact avec nous à travers l'émission Agri Challenge qui passe tous les samedis à 11h sur Télé Sahel. Vous pouvez être en contact avec Impact Média à travers la radio Challenge FM tous les jours de
7h à 23h, la radio des entrepreneurs, la radio du Niger qui avance, ou bien toujours continuer à interagir avec nous sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook, Business Challenge Niger sur Facebook, et vous allez nous retrouver. Merci encore pour votre confiance et pour votre fidélité, et à la semaine prochaine. Bonsoir. Orange est sponsor officiel de Business Challenge. Orange Niger, des solutions business au service de vos ambitions. Business Challenge, le magazine nigérien de l'économie et de l'entreprise.